Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour m'accompagner jusqu'à 20h, Antonin André, bonsoir. Bonsoir chef Pierre. du service politique du JDD, bonsoir à Catherine Ney, éditorialiste, grande voix d'Europe 1. Bertrand Deckers, Bonsoir. est avec nous, journaliste, écrivain, chroniqueur royal. Qu'est-ce qu'on peut dire à date? Alors je recevais une dépêche là, tout dernièrement, qui va peut-être nous faire une entrée en matière, puisqu'on est maintenant à peu près 8 heures après l'arrestation de... D'ailleurs je ne dis pas 8 heures parce que ça a été au petit matin, mais nous on l'a appris en fin de matinée de l'arrestation de celui qui a été le prince Andrew. La dépêche datée de 19h01 me dit: le roi Charles a ouvert jeudi après-midi la Fashion Week de Londres en assistant au défilé de la créatrice Tolu Cocker, souriant malgré l'arrestation quelques heures plus tôt de son frère Andrew. Absolument. Ça veut tout dire. Oui, et ce matin, il a reçu l'ambassadeur du Salvador, comme il était convenu. La reine était à un concert avec Camilla cet après-midi. On nous dit qu'en quittant la Fashion Week, pour lequel il était assis à côté de Stella McCartney, la créatrice, il a été chaleureusement applaudi par l'ensemble de l'Assemblée, ce qui nous permettrait déjà de montrer que les Anglais, et vraiment ça ne m'étonne pas, détachent les faits humains, entre guillemets, de la couronne, si vous voulez, de l'institution. Et l'institution, elle est incarnée par Charles III. Il continue donc à plébisciter l'institution, la couronne, en tout cas par la personne de Charles III. Et il dissocie le côté familial, parce que dans le fond, je vous le disais, c'est avant tout aussi une histoire de famille, puisqu'il n'est plus prince à l'heure où l'on se parle, Andrew. C'est essentiellement une question familiale qu'ils ont à gérer. Il s'appelle Windsor, donc cette histoire familiale va se régler évidemment sous les caméras du monde entier. Alors il n'est plus prince, c'est aussi le fait non pas du prince mais du roi et en l'occurrence aussi du prince de Galles, puisque William et Charles ont fait en sorte de, comment dirais-je, de laver le linge pour que la couronne reste propre. Vous savez, William, en Angleterre, on l'appelle le vice-roi, déjà. On dit qu'il a pris vraiment une part très très importante dans les affaires de l'État. Parce qu'ils savent que, à juste titre, que le règne de Charles est un règne de transition, que ce sera un règne court, que le futur grand règne, c'est celui de William. Et il a très peur, William, d'avoir une couronne affaiblie. Il a eu très peur, par le scandale déjà, Harry et Meghan, vous vous souvenez, qui ont donné une gifle à la reine en lui disant en quelque sorte, nous, on ne veut plus vraiment travailler essentiellement pour l'institution, on aimerait être un peu en dedans, un peu en dehors. On sait que c'est le prince William qui a tout fait pour que le prince Harry perde son titre et son prédicat, en effet, et quitte vraiment définitivement l'Angleterre. Et ici, à nouveau, il paraît assez certain aussi que c'est lui qui ait tout fait pour que Andrew se voit retirer son titre de duc dans un premier temps, et puis là, dernièrement, son titre de prince, ce qui fait qu'il va pouvoir être suivi d'ailleurs et jugé devant les tribunaux. Il ne bénéficie plus, comme Monsieur Tout-le-Monde, de cette protection dont peuvent jouir les membres de la famille royale. Catherine Ney. Oui, alors on disait aussi que William peut pousser un peu son père vers la sortie. Est-ce exact? Je ne suis pas suffisamment, très honnêtement, Catherine, dans l'intimité que pour pouvoir répondre à cette question. En tout cas, on peut dire vraiment que, je pense que c'est assez inédit, que Charles laisse du pouvoir à William. Énormément de pouvoir, je pense. Beaucoup plus que ce qu'Élisabeth II n'a jamais laissé, d'ailleurs, comme pouvoir à Charles III. Par exemple, tous les déplacements presque étrangers, maintenant, ils sont déjà assurés par William et par Catherine. Ils jouent vraiment cette carte de l'international. Ils sont des super princes de Galles. Et si les proches nous disent, dans les couloirs, en tout cas ce sont des bruits de couloir, que l'on l'appelle déjà, les conseillers du roi l'appellent le vice-roi, je me dis quand même que c'est qu'il doit vraiment prendre quand même part à certaines décisions assez importantes. Antonin André. Oui, je suis quand même saisi, moi, je suis un profane, je suis tout ça de loin, beaucoup moins expert que vous, mais je suis saisi du déversement et de l'enchaînement des affaires depuis le décès de la reine. On a l'impression que la reine a laissé sous le boisseau, ou en tout cas n'a pas voulu s'intéresser aux frasques d'Andrew et aux problèmes familiaux de la famille royale qui aujourd'hui éclate au grand jour. Est-ce qu'elle n'est pas un peu coupable, la reine, d'avoir laissé tout ce poison lent finalement infusé sans réellement crever l'abcès? Absolument, elle a mis la poussière sous le tapis. Moi, je pense que vous avez raison. On rappelle quand même qu'en 2012, de façon à éteindre l'affaire, elle fait un chèque de 12 millions de livres sterling à Virginia Giuffre, qui est la jeune fille qui incrimine le prince Andrew. Il est encore prince à l'époque pour 3 actes sexuels qui auraient eu lieu lorsqu'elle était encore mineure. Elle fait donc un chèque pour que l'affaire se règle à l'amiable. C'est déjà le fait, je trouve, de mettre beaucoup de poussière, en effet, sous le tapis. Elle le fait aussi parce qu'on est dans l'année des 70 ans de règne, jubilé de platine. Il ne faut pas écorner l'image qui fait rêver le monde, l'image des Windsor. Oui, en effet. Et je pense aussi qu'il y a un autre élément. Depuis qu'Élisabeth II n'est plus là, la presse ose se déchaîner encore davantage. Même les tabloïds. Il y avait vis-à-vis d'Élisabeth II quand même beaucoup de gratitude de la part des médias, beaucoup de respect
respect, en tout cas. Pas vis-à-vis des autres membres de la famille royale, mais surtout vis-à-vis d'Élisabeth II. Et depuis, en effet, qu'elle n'est plus là, en effet, je pense qu'on ose beaucoup plus s'attaquer à la personne de Andrew qu'on ne le faisait avant, parce qu'il est son protégé. Il a toujours été son protégé, à Andrew. Il a été, mais il n'y avait plus personne pour le protéger. Et quand on voit là, effectivement ce que fait le roi Charles avec le prince William, il est loin d'être protégé. La personnalité d'Andrew, c'était d'abord un playboy, c'était un dragueur, c'était quelqu'un qui posait son hélicoptère sur le gazon du château royal, parce que on est comme ça dans les Windsor, c'est-à-dire qu'on vous apprend dès le plus jeune âge que vous n'avez rien à voir avec ce bas monde, avec le peuple. Donc en fait, finalement, tous ces passe-droits lui ont peut-être coûté ce qui arrive aujourd'hui, parce que d'après ce que je comprends, en fait, Andrew, c'était un panier percé, c'est-à-dire qu'il avait toujours des problèmes d'argent. Et c'est en fait là la porte d'entrée avec Jeffrey Epstein. Absolument, il a toujours été à la recherche d'argent, et ce depuis le début. Il faut bien se dire qu'en Angleterre, si l'on se penche vraiment sur la mécanique de la famille royale, le roi reçoit chaque année une enveloppe de la part du gouvernement, et il va distribuer cet argent comme bon lui semble, en fonction des membres qui travaillent pour la couronne. Et on ne sait pas à quelle hauteur il intervient. Donc en effet, le prince Andrew, qui par naissance ne peut pas travailler, puisqu'il est prince, était vraiment dépendant uniquement de sa mère. Alors, elle a toujours été très large avec lui, et puis maintenant de Charles. Mais comme vous le dites, en effet, il a toujours eu un train de vie dispendieux, il a toujours adoré le luxe. C'est d'ailleurs pour ça qu'Élisabeth II lui avait créé ce poste tout à fait spécial d'émissaire, en quelque sorte, du commerce extérieur, qui lui permettait de faire des voyages ultra luxueux, vraiment, aux frais du contribuable, certes. Mais ça ne suffisait pas. Il était duc d'York, il avait déjà des émoluments de ce duché, il aurait pu s'en contenter comme d'autres membres de la famille royale. Ben non. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu besoin de plus. Absolument, puisqu'ils se sont intéressés au ski à un moment donné, ils ne se sont pas contentés de faire des séjours au ski. On a acheté un chalet à Verbier en plus. C'est vrai qu'il y a toujours eu ce besoin d'argent. Et puis il y a eu Sarah Ferguson qui est entrée dans l'équation à un moment donné. Ils se sont bien trouvés, ces deux-là, parce qu'elle aussi avait toujours besoin de plus en plus d'argent et toujours besoin de plus en plus de reconnaissance. Vous voyez, Catherine, c'est la faute des femmes. Oui. Chercher la femme, oui. Non, mais pas uniquement. Non, mais je charrie. Non, mais c'est vrai qu'un cadet dans les familles comme ça... C'est pas le cadet, comme ça... c'est Édouard le cadet. Lui, c'est le puiné. Oui, c'est le puiné. Et bien, en tous les cas, le troisième, en général. Voilà. C'est toujours difficile de lui trouver un rôle, et sûrement que le dernier est plus tranquille. D'ailleurs, le dernier couple. On n'entend pas beaucoup. Édouard, absolument, le dernier couple, c'est Édouard et Sophie Rhys-Jones. Absolument, ils ont été nommés depuis la mort d'Élisabeth II, duc et duchesse d'Édimbourg, qui est un titre très important qui montre à quel point vraiment ils sont importants pour le roi. Ils ont repris le titre de Philippe. Le titre de Philippe. C'est un gros cadeau, ça. C'est un gros cadeau. C'est ce que j'explique en disant que le fait qu'il soit duc et duchesse d'Édimbourg fait qu'il travaille vraiment à part entière, vraiment pour l'image de la couronne. Oui. Mais on les envoie beaucoup dans les provinces. Voilà, essentiellement l'Angleterre. Ils ne font pas vraiment l'étranger, mais ils sont quasiment, presque tous les jours. Vous savez, il y a tous les jours, un membre de la famille royale visite une contrée, une région, une institution qu'il parraine. Il s'agit quand même d'un job. Alors, certains se moquent en disant, moi je veux bien leur job, pour le prix pour lequel ils sont payés et ce qu'ils font. Peut-être certes, mais c'est quand même un travail, un vrai travail, en tout cas, de représentation. Et eux, pour le coup, ils le font très bien et sans vague. C'est vrai, il n'y a presque pas d'esclandre qui entachent Édouard. Quel est le regard des Britanniques ? Parce qu'effectivement, on a eu des décennies j'allais dire, de coupage de ruban dans les salles communales, dans les inaugurations de piscines. Moi, je me souviens d'une inauguration où la reine, pour s'amuser, prend un sabre pour couper un énorme gâteau. Alors on lui dit, mais il y a un couteau aussi, ça sera peut-être plus pratique, Majesté. Of course there is. Bien sûr qu'elle l'a vu, mais simplement elle trouve ça beaucoup plus amusant comme ça. Est-ce qu'il y a encore cet engouement ? Est-ce que les Anglais sont là en disant, waouh, c'est incroyable, il y a un membre de la famille royale qui est là pour inaugurer la salle communale ? Très honnêtement, depuis Élisabeth II, moi je peux vous le dire, puisque je suis chroniqueur royal, donc je vois bien l'intérêt plus ou moins des gens. L'intérêt n'est plus le même. Depuis le décès d'Élisabeth II, en effet, on a beaucoup plus de mal à intéresser le grand public à la monarchie depuis que c'est Charles qui est aux commandes. Il y a eu une exception à la règle, c'est Kate Middleton, Catherine, donc, la princesse de Galles, qui, elle, remporte tous les suffrages. Et là, on l'a vu lorsqu'elle a été atteinte d'un cancer et lorsqu'elle a décidé de parler ouvertement de sa maladie. Il y a eu à nouveau un regain, je vais dire, pour la famille royale. Mais on rappelle quand même qu'en Angleterre, si vous prenez le train, l'Eurostar à la gare
gare du Nord, vous faites 2 heures, vous arrivez à Londres, vous êtes presque pour nous Français un peu sur une autre planète. Ils sont vraiment au cœur de l'actualité permanente. Tous les jours, la famille royale fait l'actualité. S'ils ne sont pas en une d'un magazine, ils sont au moins dans la manchette. Donc ils font vraiment partie du quotidien des Anglais. On dit quand on est Anglais, on petit déjeune, on déjeune et on dîne avec la famille royale. Donc il y a forcément un lien, une connivence quand même. Ils sont sur les torchons, ils sont sur les confitures, ils sont sur les mugs. Donc c'est un rôle important. C'est un rôle de représentation essentiellement, mais un rôle important, Alors, très important. on va y revenir dans un instant, il est 19h28, on va marquer une pause, le rappel des titres de l'actualité et l'affaire Epstein qui rattrape le prince Andrew qui n'est plus prince dans un instant sur Europe 1. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, Antonin André et Bertrand Deckers, journaliste, écrivain, chroniqueur royal, pour évoquer cette affaire de l'arrestation du prince Andrew. Venons-en à cette affaire. Alors, malgré les questions, comment dirais-je, de pédocriminalité qui, bien sûr, sont au centre des Epstein Files, malgré le fait qu'il y a eu sans doute des fréquentations, et il y a eu cette interview ratée du prince Andrew à la télévision britannique, où, sans le vouloir, il dit finalement que, bah oui, il y a eu quelque chose. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, une histoire essentiellement d'argent, parce que ce sont des problèmes d'argent qu'a connu Andrew toute sa vie. C'est la raison pour laquelle il est au commerce, et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si on peut dire en grand benet ou en gaffant, il a transmis des informations qui ont été monnayées en réalité avec Jeffrey Epstein. Oui, parce que si on prend le temps un peu de décrypter ce dossier Epstein, certes, évidemment, c'est une affaire de pédocriminalité, mais c'est aussi de la part d'Epstein une affaire de réseau. Lui, ce qu'il veut, c'est créer un réseau. Et dans le cadre de ce réseau-là, eh bien évidemment, il avait ferré un gros poisson qui était Andrew. Et Andrew, apparemment, c'est pour cela qu'il est mis en garde à vue actuellement et que l'enquête commence, lui aurait fourni des documents jugés sensibles, voire même très sensibles, et des fichiers assez confidentiels. Alors, on parle de 4 voyages qui ont eu lieu en Asie, où, je vous le disais, il était envoyé commercial britannique. Ces 4 voyages ont eu lieu en novembre 2010. Maintenant, quelle était la nature exacte de ces documents-là? On ne le sait pas encore. Quelles étaient les informations qu'il lui a données? L'enquête est en cours. Qu'a fait de ces informations-là Epstein? On ne le sait pas. Et tout cela pour vous dire que par boule de neige et par ricochet, l'affaire pourrait aller très très loin, parce que ce qui veut dire qu'il pourrait quasiment être inculpé pour haute trahison, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les informations qu'il détenait sont quand même des informations jugées ultra sensibles. Je rappelle qu'il était fils de reine, qu'il est frère de roi, et qu'à ce titre-là, il avait besoin d'argent. Il laissait un peu traîner ses oreilles là où il pensait pouvoir récolter de l'information qui pouvait se monnayer. Donc jusque où est-ce que ça a été? Voilà, l'enquête ne fait que s'ouvrir. On saura bientôt, ça va faire 12 heures maintenant qu'il est placé en garde à vue. Il l'est toujours. La garde à vue peut être reconduite. En effet, on devrait savoir bientôt s'il sera mis en examen. Ça, c'est le prochain volet de l'affaire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs... Et on sait combien ça lui a rapporté de données? Non, on ne sait absolument pas s'il faisait cela. Ce sont des supputations pour l'instant. Pour l'instant, on dit qu'il faisait cela pour de l'argent, ce que l'on croit, parce qu'il avait besoin d'argent. Il y a une autre théorie plus glauque qui circule aussi, qui disait que les informations qu'il donnait lui permettaient d'avoir accès, entre guillemets, permettez-moi, au vivier de jeunes filles d'Epstein. Ce serait possible aussi, après tout. Donc, En tout cas, il y a un long article dans Vanity Fair qui dit qu'Andrew s'est jeté dans la gueule du serpent, en l'occurrence Epstein, pour 125 000 $, qui est absolument rien par rapport... C'est une braderie. C'était une braderie par rapport à ce qu'il a dit. Et là, surtout, ce qu'on apprend dans cet article, qui est très bien fait, c'est que c'est pas du tout un grand journal comme le Times ou le Guardian ou un autre journal qui mène l'enquête. C'est News of the World, qui est un tabloïd qui est suivi dans les années 2010 par quand même des 5 millions de lecteurs. Et c'est eux qui l'ont traqué, en fait. Il y a même eu un journaliste qui s'est déguisé dans un faux cheikh des Émirats pour essayer de l'approcher. Il y a eu toute une traque, et c'est là d'ailleurs qu'il y a eu cette photo prise à Central Park en compagnie d'Epstein, première photo volée, où effectivement Epstein est déjà sous la peine américaine pour pédocriminalité, et c'est là évidemment que, comme on dit, tous ceux qui, comme le dit très bien d'ailleurs Xavier Hofer dans son livre sur Epstein, tous ceux qui serrent la main à Epstein après cette condamnation qui intervient 2 ans avant, en 2008 aux États-Unis, évidemment, ils sont
dans les Epstein Files, qui sont impliqués dans cette affaire, qui était une affaire, même si au départ c'est de l'argent, c'est une affaire de pédocriminalité. Et ça va très très loin, puisque je crois savoir que Keir Starmer aussi a été comment dirais-je... via son ambassadeur. Via son ambassadeur inquiété, Oui. l'ambassadeur Mandelson, qu'on voit d'ailleurs En photo. en petite tenue avec... Oui. Oui. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est amusant et en même temps c'est très grave quoi. Et là évidemment on parle Photo pas très gratifiante pour lui. Non bah oui, il est en slip avec un je sais pas quoi. Et là évidemment on sorte parle de Windsor parce que c'est Andrew et que ça intéresse évidemment le grand public. Mais il y a d'autres familles royales qui par ricochet sont incriminées aussi. Ouais. En Suède par exemple la princesse Sofia reconnaît qu'elle a eu des rapports avec Epstein et surtout en Norvège la future reine Mette-Marit était une grande amie d'Epstein. Ils sont divulgués des dizaines d'emails qui s'échangeaient et elle dit dans un de ces emails, c'est un peu gênant quand même, j'ai été hier à un mariage, qu'est-ce que je me suis ennuyée, qu'est-ce que le Gotha est chiant, dit-elle. Ce mariage était celui de l'actuel grand-duc de Luxembourg. Vous voyez, c'est problématique. André. Ah non, mais, ce qui est assez singulier, c'est la collusion entre Epstein, qui est un personnage glauque, très porté sur effectivement la sexualité avec dans des conditions évidemment condamnables avec des jeunes filles, cette espèce de truc très glauque d'argent, de sexe, avec ce qui est censé représenter une forme de hauteur de vue morale, d'incarnation de l'élégance et du pouvoir dans les attributs les plus respectables et les plus sacrés même, puisque d'une certaine façon, ce sont des Après, royautés, des familles sacrées. Il y a une rabatteuse qui est Ghislaine Maxwell. Et cette collusion entre les deux, évidemment, par ailleurs, dans sa dimension romanesque et scandaleuse, passionne évidemment les opinions publiques et la presse en particulier. Donc effectivement, pour une fois, la France, en tout cas en dehors de Jack Lang, qui est quand même l'incarnation d'un régime un peu ancien et qui lui-même avait quelques travers, mais qui est blanc comme neige. Est épargné, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, dans un niveau comparable. C'est-à-dire que on espère. Oui, mais alors ce qu'il y a, si je puis me permettre de rebondir sur ce que vous dites, Antonin André, c'est que vous avez parlé d'ailleurs d'un régime, c'est le régime de ce qu'on a appelé la Mitterrandie, qui est une forme de règne aussi. C'est une monarchie républicaine. Et donc, il y a dans l'attitude de Jack Lang dans l'affaire Epstein, on a tous vu les deux interviews, l'une sur BFM TV et l'autre au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, où on voit Jack Lang arriver et il se demande même, mais quel est le problème ? Pourquoi est-ce que vous me posez des questions ? C'est quoi le problème, quoi ? Il y a ce côté un peu dénigrant qu'il y a d'ailleurs dans l'interview d'Andrew par cette journaliste britannique où effectivement il tombe dans le sont les gens qui les questions sont bien posées. Intouchables en fait, Oui, qui pensaient qu'ils bénéficiaient d'une forme d'impunité sans perdre. Voilà. Comme ça a plus ou moins toujours été jusque maintenant comme cela. Donc pourquoi est-ce que subitement pour eux les règles viendraient à changer ? Et en effet il est un peu incrédule et il ne comprend pas. Il nous a aussi montré, Andrew, ça c'est beaucoup plus problématique pour les heures qu'il est en train de suivre pour l'instant en garde à vue, qu'il était capable de mentir avec un aplomb incroyable puisqu'il donne à la BBC, souvenez-vous, une interview dans laquelle face caméra à la BBC il jure que jamais il n'a eu de relation avec de jeunes filles qui n'étaient pas consentantes. On apprendra 2 ans plus tard évidemment que c'est absolument pas vrai. Donc il nous montre aussi qu'il est capable vraiment de mentir avec un aplomb absolument déconcertant. Oui, et appelons décidément déconcertant. Et d'ailleurs, dans ce long article du Vanity Fair, on a exactement la retranscription de cette interview où à la fin, quand même, il n'arrive pas à répondre parce que la journaliste lui pose une question et du coup, alors j'arrive plus. Mais c'est terrible parce qu'il incrimine ses filles. Il disait, je me souviens très bien de cette soirée dont vous me parlez. J'étais avec mes 2 filles. Nous avons mangé des pizzas. Nous avons mangé des pizzas ensemble. Est-ce que vous vous imaginez ? Non seulement c'est incriminer les filles, c'est inventer complètement un repas qui n'a jamais eu lieu en citant carrément l'aliment qui a été mangé. Je veux dire, il faut quand même être capable d'un aplomb quand même assez considérable. Voilà, on parle de cette erreur qu'il admet, la visite malencontreuse en 2010 ayant abouti à la fameuse photo de Central Park. Si je regrette son comportement de toute évidence inconvenant, bien sûr, reconnaît le prince. Et c'est le moment où la journaliste attend et elle dit inconvenant, mais il s'agit ni plus ni moins de crime sexuel. Vous avez séjourné chez lui. Et là, il dit oui, c'est vrai, c'est ce que je me. Alors il hésite comme ça, il bégaye. Ce que je me reproche chaque jour, car ce n'était pas convenable pour un membre de la famille royale.
j'ai baissé la garde. C'est aussi simple que ça. Et là, la messe est dite parce que l'interview est foutue. C'est-à-dire que Ça là, veut dire quoi, l'interview... baisser sa garde? Oui, baisser la garde, Catherine. oui. Non mais vous voyez, on rigole parce qu'évidemment la sémantique est choisie de manière un peu incongrue. Cela dit, c'est une affaire très grave. On parle de pédocriminalité. Là, on parle de filles qui ont eu dans les Jeffrey Epstein Files, les filles ont jusqu'à 13 ans. C'est-à-dire que c'est Ce qui est 13, d'ailleurs 14, assez 15, singulier, 16, c'est 17. qu'il n'y a pas tant de témoignages que ça qui remontent, alors qu'on a l'impression que c'était quand même en quantité industrielle que ce trafic d'êtres humains a eu lieu. Et il y a finalement assez peu de témoignages, je trouve. Alors, il y a eu ces femmes qui ont témoigné lors du Super Bowl aux États-Unis, dans un message publicitaire. Mais on s'attendrait à ce qu'il y ait davantage de plaintes, même au pénal, qui soient déposées, ce qui pour le moment n'arrive pas, qui peut-être arrivera, puisque certains avocats travaillent avec ces victimes. Et les coulisses de cette interview sont très drôles, entre guillemets, évidemment, puisqu'il a convoqué la BBC, il a fait venir la BBC, alors que la reine n'était pas là durant un week-end pour s'assurer que la reine ne soit pas là, sans évidemment avoir l'accord de la Maison Royale, mais en laissant supposer à la BBC qu'il y avait un accord avec le palais. Ah oui, ça a dû chauffer quand même. Bon, est-ce que cette affaire ne va pas se retourner en boomerang, en fait, contre la famille royale? C'est difficile à l'heure actuelle à juger parce que je vous assure que des tempêtes, ils en ont vu d'autres. Il y a eu 1936, il y a quand même eu le duc de Windsor qui a abdiqué, donc ça c'était quand même très fort. Plus récemment, bon c'est d'une autre mesure, mais il y a eu Harry, mais ça a quand même été très fort aussi. Harry a quand même un petit peu claqué la porte en disant je ne veux plus de la vie que vous me proposez là, c'est pas facile quand même. Donc ils en ont vu d'autres qui sont rodés. La communication maintenant depuis la mort de Diana, elle est vraiment rodée à la communication de crise. Et je trouve quand même que dans cette tempête, on peut voir peut-être déjà un futur roi William qui est en train de s'imposer, déjà de poser ses jalons et de dire lorsque mon tour viendra, croyez-moi bien que ce sera totalement différent. En espérant qu'il n'y ait pas un effet boomerang sur William, effectivement. Absolument. Merci beaucoup, cher Bertrand Deckers, journaliste, écrivain, chroniqueur royal. On vous entend sur CNews dans la matinale week-end, il me semble.